Carrefour de l'Europe. Σταυροδρόμοι της Ευρώπης. Treffpunkt Europa. The hub of Europe. Punto de encuentro de Europa. Europejskie skrzyżowania. Daniel Desesquelles. Rebonjour, bonsoir. Carrefour de l'Europe, deuxième partie, le débat. L'Europe a construit des TGV, la fusée Ariane, sans oublier les avions Airbus, mais elle n'a pas donné naissance à un Google, un Facebook ou un Twitter européen. Il y a 5 ans, l'Union européenne a lancé Quaero, qui devait devenir le moteur de recherche européen, mais le programme patine. Jeudi et vendredi, le Conseil européen sera consacré en partie au numérique. Le numérique qui joue un rôle essentiel dans la croissance et l'emploi des pays développés. Alors à quand un Google, un Facebook ou un Twitter européen? Bonjour Gilles Babinet. Oui, bonjour. Vous êtes, j'ai envie de vous présenter comme ça, un multi-récidiviste du web, un entrepreneur, vous avez pratiquement tout fait dans le web. Il faut pas exagérer non plus, mais j'ai fait quelque chose. Ouais. Vous avez créé des entreprises, vous les avez vendues, dans tous les domaines. Dans plusieurs domaines, effectivement, c'est ça qui est intéressant. Par exemple dans la musique, le marketing, dans les services, le conseil, dans le design industriel, même dans le bâtiment. J'ai monté une société dans le bâtiment. Et puis vous avez une autre casquette qui est alors très curieuse, vous êtes le digital champion français. Alors ça demande une explication. Qu'est-ce qu'un digital champion? En fait, ce sont des gens qui sont rattachés à la Commission européenne et qui aident la Commission à comprendre quelles sont les caractéristiques numériques de chaque pays. Donc vous êtes en relation régulièrement avec Neelie Kroes, qui est la commissaire européenne en charge notamment du numérique. Du numérique, exactement. Sandrine Bélier, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée Europe Écologie Les Verts. Merci d'être en ligne du Parlement européen de Bruxelles. Alors, c'est pas spécialement votre domaine de compétence, le numérique, mais vous y intéressez beaucoup. Mais je m'intéresse notamment sur le terrain de la protection des droits fondamentaux. On a parlé longtemps de liberté publique et je crois qu'aujourd'hui il y a un vrai champ qui s'ouvre, que sont les libertés numériques. Et donc c'est à ce titre trouver le juste équilibre entre tout ce qu'offre en termes de développement l'économie du numérique aujourd'hui et ce nouvel espace de démocratie dans lequel il s'agit également de faire appliquer le respect des droits de l'homme, le respect de la vie privée, la protection des données personnelles et toutes ces questions importantes pour les Européens. On va forcément y revenir à un moment ou à un autre. Jean-Christophe Boulanger, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de contexte.com. Alors, c'est un site consacré aux politiques françaises européennes. Pour l'instant, dans une version bêta, ça veut dire... Ça veut dire qu'il est encore en cours. On l'a lancé il y a 1 mois et le véritable lancement définitif se fera à fin novembre. Fin novembre, mais il est déjà accessible au grand public. Tout à fait. Tout est gratuit. Profitez-en jusqu'à fin novembre où le site passera en abonnement. Alors, Gilles Babinet, si je vous demande de faire un petit tour de l'Europe et du numérique, qu'est-ce que vous avez envie de dire tout de suite? Est-ce que l'Europe a raté le virage ou est-ce qu'elle est encore dans le coup? Alors, d'abord, on est au tout début à l'égard du numérique, donc on peut pas dire qu'on a raté. C'est tellement le début que c'est comme si en 1880 on disait est-ce qu'on a raté la révolution électrique, quoi. Donc on est vraiment au début et tout est possible. Il y a 3 caractéristiques qui fait qu'on réussit. La première, c'est de disposer du financement, de l'accès au financement. Les Américains sont assez forts pour ça les aide beaucoup. La deuxième, c'est tout simplement d'avoir un marché test qui soit grand. Les Américains, ils ont un marché de 300 millions de personnes, ce qui aide quand même beaucoup pour développer un nouveau produit, un nouveau service. Alors en théorie, les Européens ont un marché de 500 millions d'habitants, mais il est terriblement morcelé. Ouais, nous on a un très grand marché, mais justement on n'a pas un marché qui est intégré et ça nous empêche souvent de développer des startups de façon efficace. Tous les gens qui sont entrepreneurs dans ce domaine disent l'Europe reste à construire. D'ailleurs, c'est l'objet de ce que fait actuellement Neelie Kroes, qui essaie de pousser une sorte de réglementation européenne dans les télécoms pour pouvoir un marché intégré à cet égard. Et le troisième point? Et la troisième caractéristique, c'est d'une façon générale avoir une culture de l'entrepreneuriat qui soit notoire, parce que c'est quand même au départ des startups, c'est des petites entreprises qui font des Google de demain, et on voit que par habitant, c'est assez étonnant, mais la Californie, il crée grosso modo 10 fois plus d'entreprises que nous. Et pourtant, on ne manque pas en Europe de garages dans lesquels on pourrait bricoler des choses, etc. Ouais, et d'ailleurs, la France se place plutôt bien. Je crois qu'on est le pays le plus entreprenant d'Europe, hors auto-entrepreneur. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle et ça croît régulièrement. Donc tout n'est pas perdu, c'est déjà un bon point. Sandrine Bélier, le site que tout utilisateur d'Internet utilise en permanence, c'est évidemment le moteur de recherche Google. En France, pour ne prendre qu'un seul exemple, plus de 90% des recherches Internet passent par Google. C'est un quasi-monopole qui pose quand même le problème de la souveraineté numérique de l'Europe. Qu'est-ce qu'on en dit dans les couloirs du Parlement européen ?
On a découvert la puissance de Google, notamment lorsqu'on s'est attaqué à la question de la protection de la vie privée et des données personnelles des internautes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce débat. Un journaliste qui avait établi qu'il pouvait faire un profilage et remonter et établir quasiment une grosse partie de votre vie par les recherches qui avaient été établies sur Google et qui étaient stockées. C'est dans ce cadre-là moi j'ai commencé à m'intéresser à la question et de voir quel était le poids de Google dans les moteurs de recherche. C'est en effet le plus utilisé d'une part, mais d'autre part et c'est le travail qui est en train d'être fait en ce moment. Il y a un projet de règlement qui devrait être voté d'ailleurs à la prochaine plénière. C'est en pleine discussion sur la protection donc de la vie privée et des données personnelles, le droit à l'oubli, toutes ces questions-là qui permettraient. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'à la fois Google, c'est un outil très sympathique et tout le monde l'utilise avec beaucoup de bonheur, mais c'est en même temps une pieuvre. C'est une pieuvre et c'est aujourd'hui un acteur qui a une puissance énorme en termes de stockage des données, en termes de possibilité d'utiliser ces données à des fins publiques ou privées, de les revendre. Enfin bref, on se retrouve aujourd'hui face à Google, nous Européens et au niveau européen, face à un géant auquel, parce qu'on l'avait pas envisagé son développement à ce point, on a encore, le temps qu'on adopte des réglementations, les pires difficultés à pouvoir imposer quelques règles que ce soit. Jean-Christophe Boulanger, les Européens ont tenté de lancer une alternative à Google. C'était en 2006, Jacques Chirac était encore président, donc il y a encore un petit moment. Et le projet s'appelle toujours Quaero, ce qui veut dire je cherche en latin. Où en est Quaero, Jean-Christophe Boulanger? Quaero est l'histoire d'un gigantesque malentendu. Ça a été présenté par Jacques Chirac à l'époque comme un Google européen. En fait, lui-même à l'époque découvrait la souris. Tout à fait, le mulot, le fameux mulot. Mais en fait, Quaero, c'était avant tout un projet de recherche de plusieurs entreprises françaises qui n'était pas destiné au départ à être un outil grand public, un outil de recherche. Donc Quaero, c'est une utilisation politique d'un projet de recherche. Du coup, on le perçoit comme un échec parce qu'en effet, l'outil grand public ne s'est pas développé. Même si, in fine, les 200 millions d'euros qui ont été investis d'argent public dans le projet ont servi à développer des technologies qui sont aujourd'hui utiles à beaucoup d'entreprises numériques. Mais Quaero est un cas intéressant qui montre une approche très politique européenne sur des projets, qui montre que le problème n'était pas celui du financement, le problème n'était pas celui d'un marché, Quaero était directement pour un marché européen, mais par contre, le problème était un manque de compétences marketing, un manque d'analyse du marché, c'est-à-dire que finalement, ce qui a fait le succès de Google, c'était aussi l'aspect marketing très réussi du produit. Ce que vous êtes en train là, ça me rappelle un peu le Concorde, ça a été évidemment raté sur le plan commercial, mais ça a permis à l'Europe, notamment aux Français et aux Britanniques, d'avoir beaucoup d'avance en termes de technologie dans tout le domaine de l'aéronautique, et ce qui a permis de créer Airbus par la suite. Alors est-ce que, je sais pas, Gilles Babinet, vous hochez de la tête, vous n'êtes pas tout à fait convaincu par ce que je dis. Il y a beaucoup à dire sur Google. Il y a l'aspect de la concurrence et de l'innovation. Sur l'aspect de l'innovation a changé de forme. C'est-à-dire que maintenant que tout le savoir est disponible et accessible à tous, ce qui compte, c'est important, c'est d'avoir beaucoup d'expériences qui se créent en même temps. Et il faut qu'il y ait beaucoup de startups pour qu'il y en ait une qui réussisse. Et donc c'est à cet égard que on a besoin d'une forme de financement assez différente. C'est-à-dire que faire l'Airbus du numérique avec du financement public très intensif, ça marche pas en fait. Donc ce qu'il faut, c'est avoir un écosystème. Semer beaucoup de petites graines. C'est ça. Donc c'est pour ça que le système de financement doit être repensé, doit évoluer. Il a d'ailleurs beaucoup évolué ces derniers temps, mais il faut avoir une espèce de couple prise de risque, financement approprié en fonction de l'étage de développement de l'entreprise. C'est ça qui fait qu'on arrive à faire des Google in fine. D'ailleurs, le parcours de Google est très emblématique de ça. Ils ont levé au début, je crois, $1 million au tout début. C'est-à-dire pas grand-chose. Ouais, non, c'est peu d'argent dans ce domaine. Et puis après, ils ont dû lever, je me souviens plus des montants objectivement, mais ils ont dû lever quelque chose comme 20, et puis 100, et puis peut-être 500, je sais plus. Et après, aujourd'hui, ils ont été en bourse. C'est un chiffre d'affaires considérable. Moi, je l'ai pas en tête, peut-être que vous l'avez. Aujourd'hui, ils doivent faire 60 milliards de chiffre d'affaires à peu près. Et Google emploie des dizaines de milliers de personnes. Ce qui est très intéressant dans Google, c'est que c'est une société qui est grosse,
mais qui continue à être extrêmement innovante. En général, quand on grossit, on n'arrive plus à innover. Et je crois qu'on arrive d'ailleurs à ce qui était évoqué à l'instant, c'est la notion de position dominante. C'est-à-dire que les abus de position dominante sont généralement qualifiés par le fait d'avoir plus de 50% d'un marché. Donc c'est vrai que dans la recherche, ils sont relativement dominants, c'est assez problématique, on essaye de traiter ça. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est leur capacité à rentrer dans ce qu'on appelle les services liés. C'est-à-dire que quand vous mettez du mail, de la cartographie et d'autres services encore, tout ça ensemble, là, vous avez des problèmes, vous avez la capacité d'écraser des petits acteurs de façon relativement importante. Et je crois que ce qui est vraiment important, et ça, moi je suis très attaché à ça, c'est que l'Europe adopte une position qui soit pas une position punitive, mais qui soit une position structurée à l'égard de Google. C'est-à-dire qu'on dise pas, ils sont trop gros, ils sont américains, on va les punir. Il faut que on dise, voilà, il y a une règle et tout le monde doit rentrer dans cette règle, y compris Google. Je crois que c'est important. Il y a une place à côté de Google pour des entrants sur le marché. Je sais pas, je pose la question à Jean-Christophe Boulanger. Le numérique est un secteur où l'innovation est permanente. On a vu des champions avoir 90% du marché puis s'effondrer en quelques années. Google n'est pas intemporel. Google aura une fin, nécessairement. Donc oui, ce secteur-là est particulièrement rapide. Alors, Sandrine Bélier, il y a des pays, des régions du monde où on a su créer des Google, des Facebook et des Twitter nationaux. C'est la Russie d'un côté et la Chine de l'autre. Le Google chinois s'appelle Baidu, le Facebook russe s'appelle Contact et le Twitter chinois s'appelle Weibo. Sauf que ces pays ont créé des Google, des Facebook et des Twitter pour de mauvaises raisons, Sandrine Bélier. Pour de mauvaises raisons, moi ça appelle une réflexion de ma part. C'est-à-dire avec l'idée de contrôler tout ça, de contrôler tout ce qui est dit. De contrôler. Alors, ce serait pas la démarche des Européens et de l'Union européenne, mais pour revenir au programme Quaero, moi je pense qu'on avait une vraie opportunité et on l'a encore aujourd'hui de pouvoir mettre en place un moteur de recherche qui soit européen et qui soit en capacité de concurrencer Google. D'une part, et c'est un des mots qui est beaucoup revenu, c'est pas en tentant de faire un Google européen, c'est-à-dire une pâle imitation d'un moteur de recherche existant, mais en s'appuyant sur les particularités de l'Europe, en créant un nouveau moteur de recherche, en créant de nouveaux services, s'appuyant sur le multiculturalisme européen d'une part, et en s'appuyant sur un autre élément, puisque je vous parlais des valeurs et droits fondamentaux de l'Union européenne, ça n'a échappé à personne que le scandale de Prism, cette question de l'utilisation de nos données personnelles, que ce soit par des États ou par des entreprises privées. Il faut vous rappeler en quelques mots Prism, Sandrine Bélier. Alors Prism, en quelques mots, et ça a été résumé de cette manière-là, c'est de l'espionnage américain sur l'ensemble de la planète et notamment des citoyens européens en s'appuyant, alors ça n'a pas été démontré, l'enquête est encore en cours, mais qu'ils s'appuyaient notamment pour espionner les citoyens européens sur des données stockées par des opérateurs du numérique. Donc moi j'ai vraiment le sentiment que on est dans une période où on pourrait véritablement développer des outils en capacité de concurrencer Google sur le territoire européen en s'appuyant et en tentant de développer la confiance qu'un certain nombre de citoyens et d'internautes sont en train de perdre dans l'outil Internet. Donc en offrant pas seulement les mêmes services qui sont offerts aujourd'hui par Google, en les développant, en les localisant et en offrant cette fameuse sécurité des données, du caractère privé, des échanges et de l'utilisation de ces moteurs de recherche. Si on arrive à s'imposer de cette manière-là et garantir avec un nouvel outil à l'ensemble des citoyens européens que lorsqu'ils vont sur Internet, c'est un espace totalement sécurisé quant à leurs échanges, quant à leurs recherches, qu'on leur assure qu'il n'y aura pas de caractère intrusif, que ce soit par le biais de la publicité, que la vente ou la revente de données personnelles à quelques opérateurs commerciaux. Moi, j'ai assez confiance dans le fait que, naturellement, une majorité d'Européens, ça prendra certainement un peu de temps, mais se retournera et vers l'usage de cet outil européen qui leur garantit toute la sécurité voulue et absolue concernant le respect de leur vie privée. Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, l'Europe et le numérique. Nous sommes en compagnie de Gilles Babinet, multirécidiviste du web et aussi digital champion, avec Jean-Christophe Boulanger, le directeur de Contexte.fm, et avec Sandrine Bellier, eurodéputée Europe Écologie Les Verts. Alors, Gilles Babinet, ce qui est en train de nous dessiner à grands traits, Sandrine Bellier, ça ressemble à une espèce de Google, de service public, un Google sans publicité, qui respecte les citoyens, qui n'a pas d'idée derrière la tête pour vendre, on ne sait jamais, et réaliser des profits. C'est un genre de Google de service public. Est-ce que le nouveau Google que les Européens pourraient lancer, ce serait un Google universel qui respecterait le citoyen? Je suis pas sûr que c'est ce que disait Sandrine, objectivement. Moi, ce que je crois comprendre de ce qu'elle dit, c'est il y a des consommateurs qui ont une sensibilité forte au fait que on n'abuse pas de leurs données et qui seraient sans doute prêts à utiliser des services qui respectent leurs données, leur vie privée, etc. Moi, je suis tout à fait d'accord. J'ai été surpris qu'on ne profite pas de cette affaire Prism pour voir émerger des services un peu qualitatifs de mails qui sont très sécurisés. J'ai d'ailleurs fait une tribune dans Les Échos à ce sujet en disant il faut qu'on fasse émerger de nouvelles normes de sécurité au niveau européen qui soient fiables. Et on peut faire ça, on peut d'ailleurs même faire plus que ça, on peut faire en sorte que ce soit des normes qui respectent l'ensemble des contraintes qui sont liées au système de sécurité très puissant, qui deviennent des armes dans certains cas. Donc je pense que oui, c'est souhaitable, c'est évidemment une initiative privée. J'ai absolument la conviction que jamais un acteur public parviendra à faire ça efficacement. Et je crois que d'une façon générale, on a toutes les technologies et tous les savoir-faire en Europe pour y parvenir. Et ça peut être, pardonnez-moi, mais je pensais pas forcément à un service public. Je pense que c'est ce que je pensais. Bien entendu, sur la plateforme, qu'on ait un certain nombre de financements, d'aides, notamment de financements européens pour permettre le lancement et les investissements. Mais ensuite, je crois beaucoup, et justement, dès lors que ça répond à une attente forte des citoyens, pour contrebalancer la publicité au financement participatif. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait un certain nombre de citoyens européens prêts à participer financièrement un genre de Google matinée de Wikipédia. Un sorte, je dis participatif, tant dans les contenus, mais également financièrement. Ce qui est un peu le cas de Wikipédia. Jean-Christophe Boulanger, je vais vous poser la question à laquelle Sandrine Bellier n'a pas répondu, mais je ne lui en veux pas. Il existe des Google et des Facebook et des Twitter russes et chinois parce qu'ils ont voulu justement se protéger. Est-ce que finalement c'est la bonne solution? Dieu merci, j'espère que non. Je pense que on peut pas souhaiter se protéger comme le font des régimes qui sont pas les mêmes que les nôtres. Et ça semble complètement illusoire d'imposer aux populations européennes d'utiliser des outils nationaux ou de contrôler le web, et surtout pas souhaitable. Au contraire, je pense que les positions des gouvernements ou des institutions européennes sur la gouvernance d'Internet sont aujourd'hui très ouvertes, et encore plus ouvertes que celle du gouvernement américain, vers une gouvernance qui ne dépendrait absolument pas des États, et je pense que c'est très bien que ce soit le cas. Alors quand on est dans un système où finalement on ne dépend pas des États, on dépend de qui? Si je reprends Google, on s'aperçoit que c'est quand même une entreprise évidemment éminemment sympathique, tout le monde l'utilise et c'est gratuit, on trouve que c'est génial, mais c'est en même temps une entreprise qui abuse de sa position dominante, et vous en aviez touché un petit mot, Gilles Babinet. C'est une entreprise qui se débrouille pour payer le minimum d'impôts. Je crois que l'entreprise a payé 35 millions d'euros alors qu'elle aurait dû en payer 830 si elle avait correctement rempli sa feuille de déclaration d'impôt. Ça pose quand même un vrai problème en termes de souveraineté économique et numérique de notre continent. Je crois que c'est pas Google qu'il faut commencer par incriminer, c'est la régulation. C'est-à-dire que le monde a profondément évolué et on a des lois et des systèmes de régulation qui sont plus adaptés à l'économie numérique. Donc, et c'est vrai également pour les abus de position dominante. C'est-à-dire que on a beaucoup de mal à qualifier cette notion-là, parce que objectivement, ils ont pris une part de marché qui est importante parce que les consommateurs ont besoin de leurs produits. Et c'est difficile de leur reprocher comme avoir mis en œuvre une sorte de stratégie souterraine pour parvenir à ces fins-là, qui consistent à éliminer les concurrents, ce qui qualifie quand même la notion de position dominante de façon évidente en général. Donc je crois que d'ailleurs à cet égard il faut s'interpeller et se poser la question de savoir si nos régulations
permettent également l'émergence de nouveaux champions de l'innovation. Alors on va poser la question à Sandrine Bélier. Est-ce que le politique au sens large du terme et noble du terme n'est pas toujours un peu en décalage dans le temps par rapport à l'innovation technologique et le monde de l'économie? J'ai par exemple en tête l'histoire de Microsoft où il a fallu des années pour que la Commission européenne taxe Microsoft justement à cause d'une position dominante sur son système d'exploitation. Voilà. Ouais. Merci. Je suis assez d'accord avec l'idée que le personnel politique est plutôt à la traîne sur tout ce qui est innovation et numérique et a pas du tout pris la mesure de ce que représentait ce secteur d'un point de vue économique mais d'un point de vue démocratique aussi. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés, les premiers débats, je vous rappelle le paquet télécom il y a 5 ans, on n'était absolument pas dans une logique ni d'accompagnement ni de booster le secteur mais dans une logique défensive et de tenter de mettre en place un certain nombre de règles pour tenter de contrôler en fait l'activité qui avait lieu sur le web. Et c'est encore un débat agité au sein du Parlement européen sur la définition notamment de la neutralité du net. Donc oui, un retard des politiques sur cette question-là. Sur la question ensuite fiscale, d'harmonisation, le souci va au-delà de la question du numérique. On a un vrai défi au niveau européen aujourd'hui d'harmonisation fiscale et de véritablement rentrer, j'espère que ce sera le cas dans les mois, les années à venir, la prochaine mandature, de se doter d'une politique harmonisée au niveau européen pour lutter contre tout dumping fiscal ou social. Le dumping fiscal, les règles fiscales en Irlande ne touchent pas seulement le numérique et les entreprises du numérique, elles touchent aussi un certain nombre d'autres entreprises dans le domaine industriel, etc. Donc, ça dépasse le champ simplement de l'économie numérique. On a un défi, si on veut réussir à booster les emplois, à booster une nouvelle économie, s'appuyer et renforcer l'innovation, que ce soit dans le domaine du numérique, mais également dans tout le champ environnemental, énergétique, etc. À l'échelle de l'Union européenne, on a un chantier qui s'ouvre à nous, que les États membres ont un peu de mal à ouvrir parce que, et pour revenir à la question de la souveraineté, on n'a pas bien réussi à définir une souveraineté européenne aujourd'hui. Par contre, les États membres, et dans le domaine fiscal, sont très attachés à leur souveraineté nationale. Jean-Christophe Boulanger, vous aviez envie de réagir. Oui, mais je rebondis sur ce que vient de dire Sandrine Bélier. Le numérique révèle un problème d'inadaptation de la réglementation fiscale à l'activité économique. Ça sert à rien de stigmatiser le comportement de Google ou même des géants du numérique. Les acteurs français industriels profitent de la même façon de la réglementation fiscale pour payer moins d'impôts que ceux qu'ils devraient théoriquement payer. Le concept d'établissement stable n'est plus pertinent aujourd'hui, qui est à la base des réglementations fiscales internationales. Donc, le numérique ne fait que révéler un problème qui est beaucoup plus global, qui dépasse même les enjeux européens. C'est un problème mondial. Et Google, là-dessus, ne fait que jouer avec les règles, comme tous les autres. Donc ça va prendre longtemps, c'est un sujet compliqué. Et comme le disait à l'instant Sandrine Bélier, les susceptibilités des pouvoirs nationaux sont très forts sur ces questions fiscales. Donc se mettre d'accord au niveau européen, c'est compliqué. Ça fait 30 ans qu'on essaye d'avoir une assiette fiscale commune de l'impôt sur les sociétés, et on n'y est toujours pas arrivé. Alors se mettre d'accord au niveau mondial, ce qui pourtant paraît indispensable pour avoir une justice fiscale internationale, malheureusement, on peut penser que ça va pas se faire en quelques jours, et c'est pourtant indispensable. Alors, on arrive un peu au terme de cette émission. Je voudrais quand même rappeler que il existe des entreprises françaises, européennes très performantes dans le domaine du numérique. On a cité le moteur de recherche Quant. On peut parler de Viadeo, de Deezer, de Dailymotion, qui sont des acteurs importants. Gilles Babinet dans le monde du numérique, vous êtes d'accord, simplement, ils n'arrivent pas à atteindre cette fameuse taille critique. C'est un peu le problème du numérique européen. Oui, alors on en revient à ce que j'évoquais, c'est-à-dire cette espèce de plafond de verre du financement. C'est-à-dire qu'on arrive à pallier à peu près au stade de financement qui vont jusqu'à 20 millions d'euros. Après, quand vous avez besoin d'aller chercher 100, 200 millions d'euros sur le marché pour passer au stade d'après, on sait pas faire. C'est pas du tout faire. Donc là, l'Europe a une marge de progression. Oui, il y a une marge de progression. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été très bien identifié par la Commission et qui essaie de voir comment est-ce qu'on peut résoudre ça. Alors, Conseil européen, la semaine prochaine, vous allez participer, vous avez... Non, j'y participe pas, non. C'est un Conseil européen entre... Non, mais je veux dire... Ah oui, j'ai été sollicité pour savoir ce que j'en pensais. Oui, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qui serait important comme décision? Alors, l'agenda n'est pas tout à fait arrêté, mais il y a un enjeu particulier, c'est les télécoms. Donc les télécoms, c'est unifier les marchés européens des télécoms. Maintenant qu'on arrive avec la 4G, où vous savez que on dépense plus d'argent pour la donnée
que pour la voix maintenant. Et on passe plus de temps sur nos téléphones mobiles, on passe à peu près 2 fois plus de temps à avoir des interactions. Et vous en êtes vraiment l'exemple, parce qu'en même temps que vous parliez, vous tweetiez, vous envoyiez des SMS, donc vous êtes l'image parfaite. Ouais, tout à fait. J'avoue que je suis accro. Ouais, tout à fait. Et donc maintenant, c'est très important. Je veux dire, on a eu l'union monétaire, on a eu la suppression des barrières, donc on se déplace dans toute l'Europe sans problème. Mais on a encore une barrière, c'est la barrière de la donnée. Donc quand vous allez en Angleterre ou même en Belgique, si vous avez votre téléphone mobile, vous utilisez vos mails et tout ça, vous rentrez, vous en avez pour 100 €. C'est quand même un peu embêtant, quoi. Alors ça, évidemment, la Commission européenne en a pris conscience. C'est un peu la même histoire que les frais pour retirer de l'argent dans des distributeurs en dehors des frontières nationales. C'est un petit peu la même histoire. Ouais, tout à fait. Il y a la volonté d'évoluer avec c'est compliqué parce qu'en France, il faut qu'on préserve aussi nos opérateurs nationaux, donc c'est un vrai enjeu. Et l'Europe, c'est souvent compliqué dans le numérique. L'Europe, c'est souvent compliqué. Ouais. Et c'est pas Jean-Christophe Boulanger qui va nous dire le contraire, ni même Sandrine Bélier, j'imagine. En tout cas, merci à tous les trois d'avoir été au carrefour de l'Europe. Merci au service audiovisuel du Parlement européen à Bruxelles. Réalisation Romain Ferré. Pour nous retrouver sur internet RFI.fr, rubrique émission. Plein de choses vous attendent sur la page de cette émission, comme par exemple un lien avec la version bêta de contexte.com. Sans oublier les réseaux sociaux, Facebook et Twitter pour rester en contact. Daniel Desescales, où que vous soyez, à Paris, Bruxelles, Dakar. Et je cite pas Dakar par hasard, Gilles Babinet. Ah oui, tout à fait. Moi, je vais faire 2 conférences à Dakar, le 28 octobre et le 1er novembre, juste à côté de Dakar. Donc, je suis sûr qu'il y aura beaucoup de monde pour aller vous écouter et découvrir sur le numérique. Net, parce que le numérique n'est pas une exclusivité américaine, européenne. Évidemment, le numérique prend de plus en plus d'importance en Afrique. C'est un autre sujet. Exactement. Et les gens qui veulent les adresses précises de ces conférences, c'est sur mon site gillesbabinet.com. Et on les mettra aussi sur la page de l'émission. Où que vous soyez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Pour réagir à l'émission, carrefour.europe@rfi.fr.